Nous allons aborder l'analyse financière. En effet, nous avons étudié lors du précédent cours comment est-ce qu'on construisait un bilan et un compte de résultat. Comme vous le savez, les logiciels de comptabilité le font tout seuls. Ce qui est intéressant à votre niveau d'emploi, c'est de pouvoir analyser ces documents pour pouvoir en tirer des enseignements. Des enseignements sur quoi? Sur la santé financière notamment de votre organisme. Voici un exemple de tableau de bord d'un directeur de cercle. On voit sur la partie gauche un tableau de bord concernant la structure du cercle. Donc on voit en haut à gauche actif, passif, composé des immobilisations, stock, créances et disponibilités d'un côté, puis capitaux propres et dettes de l'autre. Et en découlent des indicateurs structurels. À droite, nous avons donc des indicateurs de performance qui sont élaborés à partir du compte de résultat. Nous allons séparer les charges et les produits du compte de résultat en trois fonctions principales, les fonctions d'exploitation, les fonctions financières et les fonctions exceptionnelles. De là, nous allons pouvoir en tirer des indicateurs de performance. Vous n'avez pas compris grand-chose à ce tableau et c'est normal, puisque nous n'avons pas encore commencé le cours. Nous y reviendrons en fin de cours, il vous paraîtra probablement plus clair. Durant cette séance, nous allons aborder, dans un premier temps, le cadre de l'analyse financière. Dans un deuxième temps, nous allons étudier les soldes intermédiaires de gestion. Dans un troisième temps, le bilan fonctionnel. Et dans un dernier temps, les ratios. Ce cours sera ponctué d'exercices. Le cadre de l'analyse financière. Il s'agit en fait d'une étude méthodique d'informations comptables à partir du bilan et du compte de résultat. Grâce à cette étude méthodique, nous allons mesurer l'activité du cercle, la performance de ses activités, ainsi que la structure financière de l'organisme. L'objectif est d'établir un diagnostic financier, afin de découvrir la réalité de sa situation financière. En effet, quand nous sommes sur le terrain, on n'est pas forcément conscient de la situation financière de l'organisme. Il s'agit également d'analyser ses points forts et ses points faibles, afin de pouvoir apporter des mesures correctrices. C'est donc un outil de pilotage et de prise de décision. Cela se fait en plusieurs étapes. La première étape consiste à collecter l'information à partir du bilan et du compte de résultat. La deuxième étape consiste à retraiter l'information grâce à l'analyse fonctionnelle. Et la troisième étape, à présenter l'information. On va collecter l'information à partir du bilan et du compte de résultat. Pour cela, nous allons découper le bilan en plusieurs parties. Nous avons toujours notre actif et notre passif. Je rappelle que le passif sont nos ressources, l'actif sont nos emplois, c'est-à-dire comment sont employées nos ressources. Ces deux colonnes sont toujours égales. L'actif va être découpé en deux parties, actif immobilisé, que l'on appelle également emploi stable, et l'actif circulant. Le passif, lui, va être découpé en deux parties, les capitaux propres, que l'on appelle également ressources stables, et les dettes. Le compte de résultat, on va le découper également. Les charges et les produits vont être découpés en charges d'exploitation pour les comptes commençant par 60 jusqu'à 65, et en produits d'exploitation pour les comptes qui commencent par 70 jusqu'à 75. Les charges financières, tous les comptes de la classe 66, et les produits financiers, tous les comptes de la classe 76. Et les charges exceptionnelles, ce qui ne rentre pas dans l'activité normale de notre cercle, c'est-à-dire les comptes 67 et les produits exceptionnels, les comptes 77. Voilà la structure du compte de résultat. Il est découpé, comme vous le voyez, dans les trois fonctions d'exploitation, fonctions financières et les fonctions exceptionnelles. Voici la structure du bilan. Nous avons donc bien notre actif immobilisé ou emploi stable et actif circulant du côté de l'actif, et nous avons nos capitaux propres
ou alors ressources stables, et nos dettes du côté du passif. La deuxième étape est de retraiter l'information grâce à l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est quoi? C'est le regroupement des différentes opérations comptables par fonction. Et on va prendre en compte la réalité économique et financière plutôt que la vision juridique. La fonction exploitation, ce sont les opérations correspondant au métier de l'entreprise. La fonction investissement, ce sont les opérations permettant de maintenir et de développer l'outil de production. La fonction financement, ce sont les opérations qui consistent à faire face aux besoins de trésorerie des deux autres fonctions. L'exploitation et l'investissement demandent un financement. La troisième étape est de présenter l'information. À partir du bilan comptable, nous allons éditer un bilan fonctionnel duquel on va tirer des indicateurs, le FRNG, le BFR et la trésorerie nette que nous allons étudier. Le FRNG, c'est le fonds de roulement net global. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. On va en tirer également des ratios de structure et des ratios de rotation. L'autre document de synthèse, le compte de résultat, nous allons le retraiter en solde intermédiaire de gestion, ce qu'on appelle un SIG, à partir de laquelle nous allons pouvoir en tirer notre capacité d'autofinancement et nous allons également pouvoir faire apparaître des ratios d'activité. Ces ratios et ces indicateurs vont être nos outils pour pouvoir identifier les points forts et les points faibles de notre organisme et ainsi prendre une décision pour améliorer la situation. On a donc une démarche en 4 temps. On a une démarche rétrospective, ce qui s'est passé, nos activités de l'année dernière, les différents résultats, la rentabilité de l'organisme, les financements que l'on a pu utiliser, nos investissements et notre vulnérabilité. Nous avons un aspect également prévisionnel, ce qui va se passer. Compte d'exploitation prévisionnel, prévision de trésorerie, plan de financement. Attention, on ne lit pas dans l'avenir, ce sont des estimations. Ce qui s'est passé, ce qui va se passer, il va falloir l'expliquer. Il faut savoir pourquoi. Donc on va le mettre dans un contexte de secteur, une stratégie, dans un contexte une démarche de marketing, la ressource humaine, les futurs investissements ou les investissements qu'on a fait, dans quel but, il suffit de l'expliquer, et les différents financements qu'on a pu utiliser. Une fois que l'on a fait ce constat-là, on va analyser. On va donc en ressortir les forces et faiblesses de l'organisme. Et à partir de ce que l'on a pu constater, nous allons procéder à une évaluation et à une prise de décision. Si on reprend le retraitement de l'analyse financière, le retraitement des documents comptables, à partir du bilan, nous allons construire un nouveau tableau qui s'appelle le bilan fonctionnel. On va tout simplement prendre tous les comptes du bilan et on va les agencer autrement dans une autre présentation pour pouvoir tirer nos indicateurs. Le compte de résultat, c'est exactement la même chose. Nous allons le retraiter en solde intermédiaire de gestion. À partir de ces deux documents de retraitement, bilan fonctionnel, solde intermédiaire de gestion, nous allons pouvoir faire un diagnostic financier de la structure qui va nous permettre une prise de décision à la fin. Les soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs très précieux car ils permettent de situer l'entreprise par rapport à son passé, comment évolue la situation financière et d'activité de l'organisme et par rapport à ses concurrents également. C'est un outil de comparaison. Les soldes intermédiaires de gestion analysent l'activité et la rentabilité de l'organisme. Ils sont là en fait pour apprécier la performance de l'entreprise, décrire la répartition de la richesse et comprendre surtout la formation du résultat. Si j'ai fait un bénéfice cette année, d'où vient ce bénéfice? De quelle partie de mon activité ai-je pu dégager ce bénéfice? Si je fais un déficit, de quelle activité peut mettre en danger la structure globale de mon établissement? Les soldes intermédiaires de gestion, en fait, sont un système de cascade. On va d'abord déterminer notre chiffre d'affaires.
Notre chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est nos ventes de marchandises et nos ventes de biens et services. À partir de ce chiffre d'affaires, nous allons déterminer notre marge brute commerciale. Nous prenons le chiffre d'affaires que nous avons trouvé précédemment et on va enlever tout ce qui est consommable. La marge brute va nous servir à calculer notre valeur ajoutée. C'est la marge brute moins les frais généraux. L'excédent brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée que l'on a trouvée précédemment, moins les salaires, moins les impôts et taxes. Le résultat brut d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation, plus ou moins les produits et charges diverses, moins les dotations aux amortissements, moins les dotations aux provisions. Le résultat net, on va tout simplement prendre notre résultat d'exploitation qu'on a trouvé avant, on va ajouter notre résultat financier, notre résultat exceptionnel, et on va enlever les impôts. La capacité d'autofinancement, nous n'en parlons pas dans ce cours, mais si vous voulez creuser un petit peu la chose, vous prenez votre résultat net et vous ajoutez vos dotations aux amortissements, vos dotations aux provisions, et vous enlevez les reprises sur provisions pour obtenir votre CAF. Une fois qu'on a retraité notre compte de résultat, nous avons donc des soldes intermédiaires de gestion. On va dégager la marge commerciale, qui est l'excédent de trésorerie généré par les recettes et les dépenses commerciales. La production, qui est la trésorerie dégagée par les produits liés à la vente, au stockage ou à l'immobilisation des matières premières transformées. Ces deux valeurs-là, en fait, vont nous donner ensuite les soldes suivants. La marge commerciale, c'est notamment dans nos cercles les ventes de marchandises, donc tout ce qui concerne l'activité des bars et des boutiques. La production, on va avoir une production de denrées, de repas, donc là ça va être nos restaurants, ou une production de services, c'est-à-dire l'hôtellerie. Le troisième solde intermédiaire de gestion, la valeur ajoutée, c'est la différence entre la production globale de l'organisme et la consommation des biens et services en provenance des tiers. L'excédent brut d'exploitation, c'est la ressource potentielle de trésorerie qu'obtient l'organisme du seul fait de ses opérations d'exploitation. Le résultat d'exploitation qui en découle mesure la capacité de l'organisme à équilibrer son résultat par le seul exercice de sa mission. Le résultat courant avant impôt, c'est l'addition du résultat d'exploitation et du résultat financier. Le résultat exceptionnel, c'est le résultat des opérations non courantes de l'organisme. Le résultat net comptable, c'est le bénéfice ou le déficit réalisé en cours d'exercice. Le résultat net comptable est égal au résultat net du compte de résultat. C'est notre moyen de vérification pour voir si nos soldes intermédiaires de gestion sont corrects. On va mettre à part le résultat sur cession d'éléments d'actifs immobilisés qui met en évidence le produit généré par la vente de matériel immobilisé. Par exemple, si je fais un résultat positif de 5 000 € sur l'année, mais que cette année-là, j'ai vendu un outil de production, gros matériel, 10 000 €, eh bien, en réalité, mon résultat qui est issu uniquement de mon activité est de moins 5 000 €. Parce que si je n'avais pas vendu ce matériel, je n'aurais pas eu ce résultat positif. Voici une autre présentation en cascade des soldes intermédiaires de gestion. Donc on voit que c'est le même principe de poupée russe, si vous voulez. Chiffre d'affaires, à partir duquel on va déterminer la marge brute, duquel découle la valeur ajoutée, à partir duquel on va calculer l'excédent brut d'exploitation, etc., jusqu'au résultat net comptable. La marge commerciale. On va détailler un petit peu. On a dit que c'était les ventes de marchandises. Bar, boutique. Moins le coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice. Ce que nous a coûté l'achat des marchandises qu'on a vendues au bar et à la boutique. Elle ne concerne que les entreprises commerciales ou la partie d'activité purement commerciale des entreprises industrielles. Pour un cercle mixte, ça va être le bar, bazar, les distributeurs automatiques. Comment elle se calcule ? On prend tous les comptes de vente de marchandises, 707, auxquels on enlève les remises, rabais et ristournes accordées aux clients. Imaginons que vous avez fait 20% de remise à un client à la boutique, ça va rentrer dans ce compte-là. C'est le compte 709-700. On va enlever à ça le coût d'achat des marchandises vendues,
Donc, les achats de marchandises, 607, plus les frais accessoires d'achat de marchandises, 608 700, plus ou moins la variation de stock de marchandises, si elle est positive ou négative, 603 700, moins les rabais, remises et ristournes obtenus auprès de nos fournisseurs. La différence entre les deux, c'est la marge commerciale. Le solde suivant est la production de l'exercice. Production vendue, plus ou moins variation de la production stockée, plus production immobilisée. Pour un cercle mixte, on va surtout parler de restauration et d'hôtellerie. Comment ça se calcule ? On y reviendra un petit peu plus tard. Nous allons maintenant calculer la valeur ajoutée. On prend la production de la période, solde que l'on vient de calculer, auquel on ajoute la marge commerciale éventuellement, si elle existe, solde qu'on a déjà calculé. Nous allons enlever la consommation en provenance des tiers. La valeur ajoutée mesure l'activité propre de l'entreprise. Elle exprime la création de valeur. Si on récapitule, la valeur ajoutée, c'est donc la production de l'exercice plus la marge commerciale, auquel on enlève la consommation en provenance des tiers, achat d'approvisionnement, tous les comptes 601, plus 602, plus 603, plus 605, plus 606, moins les 609 100, moins les 609 200 et moins les 609 600. Nous allons prendre en compte également la variation des stocks d'approvisionnement, donc c'est plus ou moins 600 300, 603 200, etc. en fonction si la variation de stock est positive ou négative. Et nous allons prendre en compte également les autres charges externes, services extérieurs, tous les comptes de classe 61, et les autres services extérieurs, tous les comptes de classe 62. La différence est donc la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée qu'on vient de calculer, plus les subventions d'exploitation, moins les impôts, taxes et versements assimilés, moins les charges de personnel. Il permet d'apprécier la rentabilité de l'entreprise. La valeur ajoutée, les subventions d'exploitation compte 74, auquel on va enlever les impôts, taxes et versements assimilés, les charges de personnel, 63 et 64, pour obtenir notre solde. Le résultat d'exploitation. Nous allons prendre notre excédent brut d'exploitation qu'on vient de calculer encore une fois, auquel on va rajouter les reprises sur amortissement et les transferts de charges d'exploitation. Nous allons également ajouter les autres produits de gestion courante, auxquels on va enlever les dotations, amortissements et provisions d'exploitation, et les autres charges de gestion courante. Il découle de l'activité normale et courante de l'entreprise. Le résultat d'exploitation, c'est donc le BE, plus la reprise sur l'amortissement et provisions d'exploitation, les transferts de charges d'exploitation et les autres produits de gestion courante, donc les comptes 781, 791 et 75, auxquels on va enlever les dotations aux amortissements et provisions pour exploitation et autres charges de gestion courante. 681 et 65. Nous obtenons donc notre résultat d'exploitation. Vous avez vu qu'à chaque fois, on prend nos comptes de produits, on ajoute nos comptes de produits et on enlève nos comptes de charges. Le résultat courant avant impôt, c'est le résultat d'exploitation qu'on vient de calculer, plus les produits financiers, moins les charges financières. Il découle de l'activité normale et habituelle de l'entreprise et il exclut les opérations exceptionnelles. Notre résultat courant impôt, comment on le calcule ? Résultat d'exploitation plus les produits financiers, donc on l'a vu tout à l'heure, 76. Les charges financières, donc tous les comptes de classe 66, pour obtenir notre résultat courant avant impôt. Le résultat exceptionnel, ce sont les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Il découle des opérations effectuées par l'entreprise dont la réalisation n'est pas directement liée à son exploitation normale et habituelle. On prend donc nos produits exceptionnels, tous les comptes de classe 77, on enlève nos charges exceptionnelles 67 pour obtenir notre résultat exceptionnel. Le résultat de l'exercice,
c'est du coup notre résultat courant avant impôt qu'on a calculé un petit peu avant, plus ou moins notre résultat exceptionnel, selon si le résultat est positif ou négatif, moins la participation des salariés, moins les impôts sur le bénéfice. Il est souvent le seul résultat connu des tiers portés au passif du bilan. Quand vous allez sur société.com, des fois vous voyez des bilans qui sont disponibles en consultation. C'est ce résultat-là que vous allez pouvoir consulter. Résultat courant avant impôt plus résultat exceptionnel, moins participation des salariés, moins impôt sur les bénéfices. 691, 695. Ce solde-là doit correspondre au résultat du compte de résultat. Pour récapituler, nous avons donc nos ventes de marchandises auxquelles on va enlever notre coût d'achat des marchandises vendues pour obtenir notre marge commerciale. Cette marge commerciale, on va y ajouter la production vendue, la production stockée et la production immobilisée. Ces trois comptes vont nous permettre d'obtenir la production de l'exercice. Si on ajoute la marge commerciale et la production de l'exercice, nous obtenons donc notre valeur ajoutée une fois que la consommation de l'exercice en provenance des tiers a été enlevée. La valeur ajoutée, nous allons y ajouter les subventions d'exploitation. Nous allons enlever les impôts, taxes et versements assimilés, les charges de personnel, et nous obtenons donc notre excédent brut d'exploitation. Cette EBE, nous allons ajouter les autres produits et les reprises sur amortissement et provisions d'exploitation, ainsi que les transferts de charges. On va enlever les dotations aux amortissements et provisions, les autres charges, et nous avons donc notre résultat d'exploitation. Si on ajoute les produits financiers et qu'on enlève les charges financières, nous avons notre résultat courant avant impôt. On va avoir nos produits exceptionnels, on enlève nos charges exceptionnelles, la participation des salariés, l'impôt sur les bénéfices, et nous avons donc notre résultat de l'exercice qui correspond au compte de résultat. Vous l'avez compris, chaque compte du compte de résultat est utilisé une seule fois. Tous les comptes sont utilisés, mais chaque compte n'est utilisé qu'une seule fois pour pouvoir obtenir ce résultat. Voici une sorte de mode d'emploi. Il se construit comment ? On voit qu'à droite, à gauche, on voit les produits, à droite, on voit les charges, et chaque solde, en fait, est détaillé. Chiffre d'affaires net hors taxe 707 moins 797, coût d'achat des marchandises vendues 607 moins 697 plus ou moins 637 est égal à la marge commerciale. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le résultat de l'exercice. Voici le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Il en existe d'autres présentations, mais celui qui va vous servir dans l'exercice. Comment ça fonctionne ? Vous rentrez les soldes produits colonne 1, charge colonne 2, vous obtenez votre marge commerciale pour l'année N. Vous pouvez le comparer à l'année N-1 pour suivre son évolution. Vous remplissez au fur et à mesure les différents soldes qui vous sont demandés, et au fur et à mesure, ici, vous devez retrouver votre résultat de l'exercice. Vous pouvez maintenant essayer de remplir votre tableau des soldes, des soldes intermédiaires de gestion, le TSIG. Nous allons maintenant parler du bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, je le rappelle, est le retraitement du bilan, tout simplement. Un bilan, en fait, dans lequel les éléments de l'actif et du passif sont reclassés par leur fonction. Investissement, financement, exploitation. À gauche du bilan fonctionnel, nous allons retrouver notre actif, qui est composé des emplois stables, ou actifs immobilisés, et de l'actif circulant. Les emplois stables, ce sont les immobilisations brutes. L'actif circulant, nous avons nos actifs d'exploitation, stock, avance des fournisseurs, créances, charges constatées d'avance, et notre trésorerie active éventuellement. Le passif est constitué des ressources stables, ou capitaux propres, amortissements et provisions, dettes financières. Nous avons également nos dettes d'exploitation qui sont composées des avances des clients, des dettes fournisseurs, des autres dettes et des produits constatés d'avance. Et nous avons éventuellement une trésorerie passive. À partir d'un bilan,
sur Sigmes, nous allons prendre certains chiffres pour pouvoir les reclasser en fonctions. On a donc notre fonction investissement à gauche et notre fonction financement à droite. Nos immobilisations, les soldes d'immobilisation brute, va être reporté dans la fonction investissement au niveau des emplois stables. Notre actif circulant est composé des stocks et en cours, des créances d'exploitation et hors exploitation, et des disponibilités, c'est-à-dire de la trésorerie. La fonction financement. Nous prenons d'autres soldes, les capitaux propres évidemment, les provisions pour risques et charges, éventuellement des amortissements et des crédits bail, il faut les intégrer dedans, et nos dettes financières. Tout cela compose vos ressources stables. Ensuite, nous avons nos dettes circulantes. Les dettes circulantes, ce sont les dettes d'exploitation et les dettes hors exploitation. Et nous allons éventuellement retrouver une trésorerie passive. Une trésorerie passive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'argent qu'on a qui n'est pas à nous. Un prêt bancaire. Une fois qu'on a retraité en fait ce bilan, on obtient un bilan fonctionnel, à partir duquel on va pouvoir déterminer notre FRNG, le fonds de roulement net global. Ce sont les ressources stables moins les emplois stables. Dit autrement, ce sont nos capitaux propres moins nos immobilisations brutes. Il existe un ratio exprimé en nombre de jours qui correspond à la marge de sécurité financière en nombre de jours de chiffre d'affaires. Fonds de roulement net global sur chiffre d'affaires hors taxe fois 360 jours. Quand vous entendez un restaurateur, par exemple, qui dit « il me reste 3 mois, je vais fermer dans 3 mois ». Comment est-ce qu'il sait qu'il va fermer dans 3 mois? Justement, grâce à ce retraitement du bilan. Le FRNG correspond donc à la différence entre les emplois stables et les ressources stables. On le voit schématiquement. Il correspond également à la différence entre les ressources circulantes et l'actif circulant. On a un FRNG positif à partir du moment où on a un excédent de ressources stables. Par contre, on peut avoir un fonds de roulement net global négatif dans le cas où il y a une insuffisance en ressources. Si on a une augmentation du fonds de roulement net global, d'où ça vient? Ça veut dire qu'on a plus de ressources stables que d'emplois stables. Cela signifie une amélioration de la situation financière, à condition que l'augmentation du fonds de roulement net global ne provienne pas uniquement d'un endettement à long terme. Si on a une diminution du fonds de roulement net global, ça veut dire qu'on a plus d'emplois stables que de ressources stables. On observe alors une diminution de la marge de sécurité, mais elle peut être la conséquence du financement d'investissements rentables. Le fonds de roulement net global identique, c'est plus particulier. En fait, ça représente la stabilité des ressources durables et de l'actif stable. Cela signifie une stagnation temporaire de l'entreprise, le ralentissement prolongé de croissance. Ce n'est pas toujours bon signe pour une entreprise privée. Le besoin en fonds de roulement, lui, se calcule autrement. On dit le BFR. Le FRNG, finalement, tout seul n'est pas un indicateur pertinent. Il faut le comparer au besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Ça représente l'activité, nos stocks et nos créances, non financés par les dettes. On va le calculer de la manière suivante. Besoin en fonds de roulement égale stock, compte de classe 3, créances, ce sont des comptes de tiers, de l'actif, moins les dettes non financières, ce sont les comptes de tiers du passif. Notre actif circulant est composé des stocks et créances. Nos dettes circulantes, ce sont nos dettes d'exploitation et nos dettes diverses. La différence entre les deux, on obtient notre besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, on peut le distinguer en deux parties. On a le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Il suffit pour cela de prendre les comptes d'exploitation et les comptes hors exploitation pour différencier ces deux items. Troisième indicateur du bilan fonctionnel, la trésorerie nette. La formule est simple, FRNG moins BFR égale trésorerie nette. Trésorerie nette, c'est la trésorerie du cercle qui lui est propre. Si le fonds de roulement est supérieur aux besoins de fonds de roulement, les ressources sont supérieures aux besoins employés, donc il existe de la trésorerie, la situation est saine. Au contraire, si le besoin en fonds de roulement est supérieur au fonds de roulement, les ressources ne permettent pas de couvrir les besoins employés, donc l'entreprise a fait appel à une trésorerie passive, un concours bancaire. La situation est risquée, voire dangereuse.
La trésorerie nette se schématise de la manière suivante. Emploi stable moins ressources stables égale notre FRNG. Actifs circulants moins dette circulante égale notre besoin en fonds de roulement. La différence entre notre FRNG et notre besoin en fonds de roulement, c'est notre trésorerie nette. Trésorerie nette, on peut la résumer ainsi, trésorerie positive moins trésorerie passive. Le besoin en fonds de roulement doit être couvert par le fonds de roulement net global. Cela signifie que l'on a des excédents de trésorerie, sans quoi la trésorerie nette est de la trésorerie passive et donc du découvert bancaire. Comment faire pour faire évoluer les composantes du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement? Pour augmenter, ce qui va nous intéresser, en fait, ça va être d'augmenter notre fonds de roulement net global et de diminuer notre besoin en fonds de roulement. Pour augmenter notre fonds de roulement net global, il nous faut un résultat positif, au compte de résultat, un bénéfice. On peut faire appel à des subventions d'équipement. On va amortir nos immobilisations ou on va sortir du matériel immobilisé, soit en le sortant de la comptabilité, en le détruisant, ou en le vendant. Pour diminuer notre besoin en fonds de roulement, nous devons augmenter la rotation des stocks, c'est-à-dire vendre notre stock plus vite, augmenter la rotation des créances, c'est-à-dire que nos clients doivent nous payer vite. Par contre, nous allons ralentir la rotation des dettes. Nous allons prendre plus de temps pour payer nos fournisseurs. On va prendre le temps de vendre notre stock à nos clients qui nous payent vite avant de payer nos fournisseurs. Vous pouvez maintenant remplir la deuxième partie de l'exercice, le bilan fonctionnel. À partir de ces documents de retraitement, nous allons pouvoir donc sortir des ratios d'activité. Nous avons la rotation des stocks, des créances et des dettes, on vient d'en parler. La rotation des stocks, c'est le stock de marchandises sur le coût d'achat des marchandises vendues fois 360 jours. Ça va vous donner la durée moyenne de stockage avant la vente de vos produits. La rotation des créances, ce sont les créances clients sur le chiffre d'affaires TTC fois 360 jours. C'est la durée moyenne des crédits, c'est-à-dire combien de temps met un client à vous payer une prestation ou un produit. La rotation des dettes, on la calcule ainsi. Les dettes fournisseurs sur les achats TTC plus services extérieurs TTC, fois 360 jours. Ça va donner la durée moyenne des dettes, c'est-à-dire combien de temps on met à payer nos fournisseurs. La rotation des créances et la rotation des dettes se calculent en TTC, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question d'argent. On paye aussi avec les clients, nous versent la TVA et on reverse la TVA également aux fournisseurs. Donc il faut le calculer en TTC. Les ratios de structure. Là, on va partir en fait du bilan fonctionnel. Nous allons calculer le financement des emplois stables. À quelle hauteur nos ressources stables financent nos emplois stables? Ressources stables sur emploi stable, votre ratio doit être supérieur à 1 pour avoir une situation saine. Pour calculer votre indépendance financière, vous prenez votre endettement, votre passif circulant, que vous rapportez à vos ressources propres. Donc vos capitaux propres ou vos ressources stables, plusieurs termes. Et ce ratio doit être inférieur à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que vous ne disposez pas de suffisamment de ressources pour faire face à vos dettes. La couverture des capitaux investis, c'est un ratio d'actifs économiques. Nous allons prendre les ressources stables que nous allons diviser par les emplois stables plus le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Ce ratio doit être supérieur à 1. S'il est inférieur à 1, c'est-à-dire que vos ressources ne couvrent pas... ce que vous avez investi en emploi stable et dans votre besoin en fonds de roulement ne couvre pas vos ressources. La couverture des stocks, c'est le FRNG sur la valeur des stocks. Il doit être plus ou moins égal à 1. Nous avons également des ratios de performance. Voici un exemple, le calcul du taux de marge. Il suffit de prendre votre marge brute, auquel vous rapportez sur le chiffre d'affaires hors taxe, que vous multipliez par 100. Ce n'est pas présent sur la vidéo, mais vous le multipliez par 100 pour avoir votre taux de marge. Revoilà
notre tableau de bord du directeur, avec d'un côté tous les indicateurs de structure à partir du bilan, et de l'autre, tous les indicateurs de performance à partir du compte de résultat. L'objectif, pour conclure, pour un cercle et un foyer, est de garder un niveau de trésorerie suffisant pour financer ses activités. Le fonds de roulement net global couvre l'outil de production et le montant du stock, c'est-à-dire le financement des stocks. Un niveau de trésorerie couvrant les besoins courants de liquidité, le cas échéant le montant des investissements prévus. Un cercle qui a une solidité financière est un cercle qui a de la trésorerie suffisamment pour payer ses dettes, pour pouvoir racheter du stock et éventuellement pouvoir faire de l'avance à certains clients. Je prends l'exemple d'un cercle régalien qui s'occupe de restauration et qui refacture les repas à un client étatique. L'État met un petit peu de temps à payer les cercles. Donc si la trésorerie est insuffisante, l'activité du cercle s'arrête. Vous allez pouvoir maintenant passer à la troisième partie de l'exercice, l'analyse du cercle. N'hésitez pas à structurer votre analyse. Utilisez des ratios, utilisez des indicateurs, argumentez. L'exercice n'est pas aussi compliqué qu'il semble l'être. Bon courage.